mon objectif général, c'est mesurer l'incidence du coronavirus dans le quartier aviation à Conakry. C'est ça mon objectif général en 2020. Mesurer l'incidence du coronavirus dans le quartier aviation en 2020 à Conakry. Là, automatiquement, je sais quel est le schéma d'étude que je vais mener. Comme c'est une mesure d'incidence, donc je vais mesurer ça. Ça veut dire que je vais faire un échantillonnage dans le quartier et je vais prélever les gens et je vais tester et je vais voir qui sont ceux qui ont le coronavirus et ceux qui ne l'ont pas. Donc, automatiquement, je sais, et vous le savez sans doute, puisque vous avez fait les cours d'épidémiologie, qu'il s'agira d'une enquête transversale. Parce que je vais aller pendant une semaine ou 2 semaines et j'interroge les gens et puis je fais les prélèvements, j'analyse et je connais le résultat. Et je vais dire, telle personne, Kourouma, est-ce qu'il a ou il n'a pas le coronavirus? Milmouno, est-ce qu'il a ou il n'a pas? Kadiatou, est-ce qu'il a, elle a ou il n'en a pas? Et après, je vais dire, tel nombre ont, tel nombre non pas. Non, n'ayez pas peur, les amis. Mais si vous ne vous protégez pas, ce n'est pas exclu. Donc, on va estimer et je vais trouver une proportion qui a le coronavirus et une proportion qui n'a pas. Donc, c'est la prévalence. Automatiquement, dès que j'ai donné l'objectif, je sais déjà quel type d'étude je vais mener. C'est une enquête transversale. Et la méthodologie aussi, comme c'est une enquête transversale, je sais déjà quelle méthodologie je vais utiliser. D'accord? Donc, je vais faire un échantillonnage aléatoire ou par grappe. Et puis, je vais aller interroger et prélever les gens. Je vais faire les tests de laboratoire et je vais dire qui a ou qui n'a pas le coronavirus. Donc, dès qu'on formule l'objectif général, souvent, on sait déjà ce que l'intéressé veut faire. Et on peut lui donner des conseils. Donc, ça, c'est très important de garder à l'esprit que la façon dont vous formulez votre objectif général va déterminer le schéma d'étude et la méthodologie. Et à partir de là, déjà, même moi, je peux vous dire quel est le budget qu'il vous faut. Et est-ce que cette étude-là est réalisable ou pas? Ensuite, maintenant, on va avoir les objectifs spécifiques. Et dans cette étude où on dit qu'on veut mesurer l'incidence du coronavirus dans le quartier aviation de Conakry en 2020, on peut formuler des objectifs spécifiques. Premier objectif spécifique, on va dire décrire le profil socio-démographique de l'échantillon. Donc, décrire le profil socio-démographique de l'échantillon. Ça va être un objectif général. Ensuite, on va dire maintenant estimer la prévalence. Je vais dire, c'est un objectif spécifique, pardon. Un objectif spécifique. Maintenant, estimer la prévalence en fonction du sexe, par exemple. Ou en fonction de l'âge. Ça devient aussi un objectif spécifique. On peut même aller loin pour dire que on veut mesurer les facteurs associés, n'est-ce pas, au coronavirus, au test positif de coronavirus. On peut mesurer les facteurs associés. OK? Donc, voilà en gros comment on formule les objectifs. Donc, on a un objectif général et on aura alors des objectifs spécifiques. On a un objectif général et on aura des objectifs spécifiques. OK? Voilà. Donc, comme ça, c'est un chapitre important. Okay. Donc, on va donner la parole pour les questions. Je voudrais savoir, au niveau des objectifs, est-ce que l'objectif général est toujours présent dans une question de recherche ou bien on peut seulement énumérer les objectifs spécifiques sans avoir un objectif général? Il faut toujours avoir un objectif général. Toujours. OK. OK.
Oui. On peut avoir une étude qui n'a que des objectifs généraux, qui peuvent être 2, 3 objectifs, grands objectifs généraux. Mais il faut, comme vous êtes des débutants, il faut toujours avoir un objectif général et 2 ou 3 objectifs spécifiques. Pas plus. Ok, merci bien, professeur. Ok, merci KD, pardon, KD. Voilà. Et suivante. Bon, en attendant, il y a une question qui a été posée. Un certain bas qui disait, est-ce qu'on est obligé de mentionner le nom de la référence dans l'introduction qui a servi pour avancer ses idées? La réponse, c'est oui. Il faut mentionner chaque fois la référence qui est utilisée. Maintenant, il y a des règles. Comment mentionner ça? Il y a des règles. Comment mentionner? Ouais, Mbalia, tu vas parler tout à l'heure, mais ne fais pas beaucoup de bruit. Maintenant, les règles, là, on va voir ça quand on verra la revue de littérature. Je vais vous expliquer comment on intègre les noms des auteurs dans les textes. Il y a des règles qu'on appelle soit Vancouver ou Harvard. On va voir ça. Balia Bangura, pose ta question. Oui, professeur. D'accord. Au tout début du cours, vous avez parlé de protocole de recherche, j'ai compris. Mais je voulais savoir quelle est la différence entre protocole de recherche et de mémoire. Voilà, mais il y a trop de bruit là autour de toi. Tu marches ou quoi? Attendez. Voilà. Non, c'est juste... Oui, ok, c'est bon. Donc, la différence entre protocole de recherche et mémoire. Ok. Ça, c'est une bonne question aussi. Alors, le mémoire, c'est le document que vous allez rédiger après votre recherche. N'est-ce pas? Maintenant, le protocole de recherche, c'est la première étape pour rédiger votre mémoire. C'est-à-dire, une fois que vous avez pris un thème, pour pouvoir travailler sur le thème, réaliser le thème, vous devez rédiger le protocole de recherche. C'est un document que vous allez envoyer à l'université, ils vont valider. Maintenant, on sait comment vous allez travailler, sur quoi vous allez travailler, où vous allez travailler. Donc, le document qui contient ces informations-là, c'est ce qu'on appelle le protocole de recherche. Ça veut dire que pour faire un mémoire, si tu n'as pas un protocole de recherche, comment tu vas travailler? On ne sait pas comment tu vas travailler. Et comme vous n'êtes pas c'est-à-dire des agriculteurs qui vont juste ils disent, bon, moi, je vais cultiver ici. Non. Il faut avoir un document qui guide tout ce que tu vas faire dans tous les détails, y compris même le budget détaillé. Parce que ce n'est pas l'école qui va payer le protocole. C'est-à-dire ce n'est pas l'école qui va payer votre recherche. C'est les parents qui vont financer. Maintenant, pour leur convaincre que vous avez besoin de 4 millions, 5 millions pour faire votre mémoire, c'est le protocole de recherche qui va les convaincre. Donc, c'est un document important parce que je vous ai dit qu'il y a un budget là-bas. Voilà. Donc, c'est la première étape. Ok, professeur. D'accord. Je peux? Ah, tu aurais déjà posé ta question au lieu de... D'accord. Parce qu'en fait, c'est sur le protocole de recherche. Est-ce que les revues de presse permettent d'annuler un protocole de recherche? C'est-à-dire, si en même temps, nous avons le même problème de santé qui est répété maintes fois, est-ce que ça peut annuler le protocole de recherche d'une personne? Qu'est-ce que tu appelles la revue de presse? Dans une revue de presse. C'est quoi la revue de presse? En fait, on n'est pas dans le journalisme. Vous avez dit. Je n'ai pas parlé de revue de presse. Je ne suis pas un journaliste. Ok, la revue de la littérature. Voilà. Dans la revue de littérature, vous avez parlé que cette revue nous permet de justifier les recherches qu'on a fait dans notre problème de santé. Du coup, je dis, est-ce que dans cette revue de recherche, ça permet d'annuler le protocole qu'on a mis en place? D'abord, Bangura, il faut bien prononcer les mots. On dit revue de littérature, ce n'est pas revue de recherche ni revue de presse. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, on ne fait pas la revue de littérature pour supprimer ou pour annuler un thème. D'accord. Mais vous pouvez faire la revue de littérature et vous trouvez que le thème tel que vous voulez le faire est déjà tellement fait que ça n'a plus d'importance.
Ok. Donc, vous allez décider d'aborder sous un autre angle. Donc, l'importance de la revue, c'est que ça vous oriente, ça vous aide à, c'est ce qu'on appelle affiner la question de recherche. Donc, vous, au départ, vous voulez faire simplement, mesurer simplement la prévalence, mais la revue de littérature vous montre qu'il y a tellement d'études déjà sur la prévalence qu'on connaît à peu près la prévalence. On n'a pas besoin maintenant de faire encore la prévalence. D'accord? Vous changez, au lieu de faire la prévalence, vous allez maintenant voir, par exemple, les facteurs qui influencent tel ou tel aspect.